Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme à chaque fois que nous ouvrons notre édition, le mini-mag, la lettre de l'acheteur, on va débuter ce rendez-vous avec notre revue de presse issue du site internet lalettre-de-l'acheteur.com afin écoutez, de vous tenir au parfum des principales actualités qui secouent la planète agricole. On commence avec les cours mondiaux du riz qui sont quasi stables dans un contexte de hausse généralisée de l'inflation, accentuée en partie évidemment par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre en Ukraine, qui impacte fortement les marchés des matières premières, n'a pour l'instant aucune incidence majeure sur les marchés mondiaux du riz. Et c'est à noter, la Russie et l'Ukraine ne participent que très marginalement au commerce mondial du riz, affirme dans son dernier rapport l'institution Osiris. C'est important puisque certains analystes observateurs commencent à parler de révolution de la faim qui pourrait secouer le monde. C'est d'autant donc une bonne nouvelle que les spécialistes anticipent une forte hausse des importations de riz en Afrique en 2022, à près de 20 millions de tonnes contre 17,8 millions de tonnes au cours de la saison 2021 et 15,6 millions de tonnes en 2020. Pourquoi une telle hausse ? Eh bien, la production de la saison 2021-2022 est attendue en baisse d'environ 1% sous l'effet de conditions climatiques peu favorables, mais aussi dans certains pays de l'insécurité et d'un accès limité aux intrants, en particulier aux engrais dont les cours ont flambé. Le marché du riz démarre l'année avec des stocks mondiaux au-dessus de la moyenne de ces 5 dernières années, avec 189,3 millions de tonnes, soit 37% des besoins mondiaux de la consommation. Le même institut souligne que les stocks des principaux pays exportateurs comme l'Inde, la Thaïlande ou le Vietnam sont confortables. Ils ont progressé effectivement de 5% à 52,5 millions de tonnes, soit 28% des stocks mondiaux. Mais les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourraient se faire sentir malgré tout d'ici quelques mois avec la hausse des prix de l'énergie, des engrais et du transport maritime, entraînant une hausse des coûts de production. Ainsi, les cours pourraient s'apprécier d'ici à la fin de l'année et encore plus courant 2023 si les producteurs étaient contraints de réduire les intrants pour limiter les coûts de production. La Russie introduit une interdiction temporaire d'exportation de céréales vers les pays de l'Union économique eurasiatique, a indiqué le service de presse du gouvernement russe dans la nuit de lundi à mardi. L'UEE est une alliance économique réunissant 5 ex-républiques soviétiques, la Russie, le Kazakhstan, la Bélarus, l'Arménie et le Kirghizstan. L'exportation de sucre blanc et de sucre de canne brut vers des pays tiers a également été interdite. Les restrictions sur les céréales resteront en vigueur jusqu'au 30 juin et celles sur le sucre jusqu'au 31 août 2022, a précisé le gouvernement russe, notant que cette décision est prise pour protéger le marché alimentaire intérieur face aux restrictions extérieures. Les céréales et le sucre font partie des produits alimentaires ayant connu la plus forte inflation en Russie depuis le début de la pandémie, à tel point que de fin 2020 à juin 2021, les prix du sucre ont été régulés par les autorités. En France, face au conflit ukrainien, certains producteurs de pommes bio craignent l'arrivée des produits polonais bon marché. Mais pour les experts du secteur, la concurrence polonaise n'impactera pas le marché français du bio. En effet, la force du marché français réside dans le fait que les consommateurs se tournent d'abord vers les produits d'origine française. C'est surtout au niveau de la logistique, des coûts de transport que les producteurs de pommes bio vont être pénalisés, notamment avec la hausse continue du prix du gasoil. Une flambée des prix qui vient s'ajouter au manque de containers pour le grand export et à la hausse des coûts de l'emballage. Et en parallèle, cela fait 4 saisons que les prix des marchés baissent. En effet, le contexte morose actuel incite certains producteurs qui ont peur de ne pas écouler leur stock à vendre à prix réduit leur production. Le risque, et c'est bien que les producteurs de pommes bio se mettent à produire des produits moins exposés. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur, des articles que vous pouvez retrouver sur le site internet www.lalettre-de-l'acheteur.com. Désolé pour ce petit bug entre les deux informations. On marque une courte pause et on revient juste après avec notre interview du jour. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre magazine, la lettre de l'acheteur, et comme promis, nous allons tout de suite retrouver en direct et en duplex Monsieur Louis Ponty. Bonjour Louis.
Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un jeune éleveur et un jeune distributeur puisque vous engraissez des bœufs et vous distribuez vos produits finis sous la marque de la ferme de Louis. Vous êtes descendant d'une longue lignée d'agriculteurs puisque vous êtes la 5e génération à travailler dans votre ferme qui se trouve à Monceau-sur-Dordogne en Corrèze. Et vous êtes le chantre du local puisque dans un contexte de concurrence accrue entre territoires, vous souhaitez vous distinguer, vous caractériser pour mettre en avant les atouts et potentiels de votre pays. Louis, je vous remercie donc beaucoup d'être avec nous et comme on l'a compris, vous êtes donc issu d'une longue lignée d'agriculteurs. Ma première question tient à savoir s'il est nécessaire de grandir dans le sérail pour devenir exploitant agricole aujourd'hui, Louis. Aujourd'hui, pour mon cas, je dirais que non, parce que c'est vrai qu'étant du milieu, la première chose qu'il faut, c'est le savoir-faire et l'amour du métier. Aujourd'hui, je l'ai depuis que je suis tout petit. Moi, je suis pas du tout issu du milieu au niveau scolaire. J'ai fait un bac général, un bac économique et social, et j'ai enchaîné avec un DUT gestion entreprise et administration. Donc, je dirais que non. Aujourd'hui, l'amour du métier est la première chose, et pour moi, c'est primordial de l'avoir pour pouvoir exercer. D'accord, effectivement, on comprend bien que c'est une vocation, mais qui doit de toute façon se compléter aujourd'hui dans notre monde par des connaissances en gestion, en économie, en marketing, en compta. C'est évidemment extrêmement important. Je disais en introduction que vous engraissez vos bœufs. Est-ce que, alors pour un Parisien comme moi, engraisser, moi je pense au gavage des oies, est-ce que c'est la même chose pour vos bœufs, Louis? Non, je pense que le mot engraissement, oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas le- Aujourd'hui, nous, on parle de finition. Aujourd'hui, nous, on rentre des vaches qui ont vécu 80% de leur vie en pâturage, donc sont des vaches à l'herbe. Nous, aujourd'hui, on les rentre dans un bâtiment, donc elles sont pas enfermées par quatre murs. Elles ont une belle vue devant elles, comme on peut voir sur la photo. Aujourd'hui, j'ai des vaches qui sont dans des enclos avec beaucoup d'espace où elles jouent. On les paille tous les jours, donc on les chouchoute du matin au soir. Donc non, c'est pas de l'élevage intensif, c'est pas du gavage. Pour nous, c'est vraiment de la finition. On apporte notre savoir-faire à nous pour créer des bêtes d'exception. D'accord. Donc, en vous présentant, expliquant, je vous présentais comme distributeur, puisque donc vous distribuez des produits sous la marque La Ferme de Louis. Depuis quand, Monsieur Ponty, exercez-vous cette activité? Alors on a attaqué j'ai attaqué ce travail il y a 9 mois et nous sommes opérationnels depuis maintenant une semaine et demie. Voilà, donc on a attaqué à distribuer il y a une semaine et demie, mais le vrai travail est attaqué il y a 9 mois avec une marque déposée il y a 6 mois. Et en quoi ça consiste ces conserves, Louis? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors aujourd'hui, on propose 3 conserves, deux de bœuf, donc de plats cuisinés. Donc on a un bœuf bourguignon, un bœuf tomate. Le bœuf est issu à 100% de ma ferme. Donc aujourd'hui, on a des recettes qui sont des recettes de famille, hein, de mes grands-mères. On a bien sûr, on les a retravaillées pour pouvoir les mettre en conserve. Donc aujourd'hui, on n'a pas qu'une conserve, on a une histoire derrière. Moi, je suis la 5e génération d'agriculteurs. Et ensuite, on a une dernière conserve, pardon, sont des riz de veau aux champignons. Et là, moi, j'ai mon papa qui est marchand de bestiaux, et c'est des riz de veau qui sont issus de veaux fermiers de race limousine et 100% d'éleveurs corréziens. Voilà. Ça a l'air excellent ce que vous nous proposez. Est-ce que moi, particulier, je peux commander vos produits ou pour l'instant c'est que du B2B, Louis? Alors pour l'instant, on est en B2B pour la simple et bonne raison qu'avant d'attaquer le B2C, on veut une garantie pour nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on est simplement en B2C, puis surtout pour une question d'organisation, parce que on attaque tout juste et se lancer dans le B2C, ça demande encore plus d'organisation. Mais sur mon site internet, on a une interface e-boutique qui sera bientôt disponible. Je peux pas vous donner de date, mais le B2C sera très prochainement disponible. Oui, c'est important. Alors vous nous expliquez que votre papa fournissait les bœufs en quelque sorte. Donc je comprends qu'il y a du circuit court. Est-ce que le circuit court est mis en place dans votre modèle économique, Louis? Oui, oui, totalement. Alors, il faut savoir, le circuit court, c'est de la ferme directement au consommateur. Nous, aujourd'hui, on va y venir, sauf qu'aujourd'hui, on a un circuit court direct à la consommation, pardon, par le biais de grands professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, le circuit court est très important dans notre alimentation, parce que le consommateur
se rend compte qu'aujourd'hui, la malbouffe y est, hein. On n'a plus beaucoup de traçabilité d'origine sur ce qu'on mange. Et aujourd'hui, le circuit court revient au goût du jour. Et je pense que c'est l'avenir. Le circuit court, c'est l'avenir. La- Il faut s'y pencher et nous y sommes à 100%. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Alors c'est malgré tout le circuit court, on s'y remettait avant la crise du Covid, puis finalement les Français, et puis avec les niveaux d'inflation qui sont quand même très élevés aujourd'hui, les Français commencent bien à regarder dans leur portefeuille, à manger peut-être habitués. Leurs habitudes de consommation sont un peu différentes. Ils vont regarder à 2 fois avant de consommer un produit circuit court, peut-être un peu plus cher, mais évidemment de meilleure qualité. Du coup, il faudra quand même rester attentif à tout ce qui se passe. Vous parliez de transparence, de traçabilité. Vous, Louis, alors vous avez 20 ans, hein, vous êtes jeune. Est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies? Comment utilisez-vous les nouvelles technologies pour communiquer justement sur cette notion de transparence? Alors c'est vrai que nous, le grand mot de la marque, c'est vraiment la transparence. On ne veut pas mentir aux consommateurs. Et c'est vrai que la jeunesse, mais on est né dedans, on est né dans le digital, on est né dans la communication. Du coup, nous, on est en place sur la communication, on est sur Instagram, on est sur Facebook, et on souhaite montrer notre métier à 100% aux consommateurs, qu'il n'ait pas de questions à nous poser sur l'origine du produit. On veut leur donner toute la traçabilité, comment on travaille, comment sont nourries nos vaches, dans quelles conditions. Et pour nous, les réseaux sociaux sont le moyen le plus rapide de faire paraître une information. Oui, c'est sûr que effectivement c'est tout à fait le cas. Donc on a compris que ce sont des plats préparés que vous proposez, qu'il y a 3 recettes issues des connaissances de votre famille, de votre grand-mère. Donc vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je suis parisien, j'y connais rien à l'agriculture, etc. Quand je suis pressé, je vais chez Picard, je me prends un petit plat surgelé, qui sont très bons. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux petits plats surgelés de Picard? Alors déjà, nous, en toute humilité, je le pense, hein, au niveau national, on a l'une des meilleures races à viande qui peut exister. Et aujourd'hui, nous, on a un travail qui est vraiment très poussé sur la qualité. Bon, déjà, on a la qualité de la viande. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous achetez une conserve de bœuf, vous allez en trouver à 9 € au supermarché, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, moi, je vous garantis que sur 98% de mes conserves, je vous dis 98% parce que c'est un travail artisanal, donc on ne peut pas tout maîtriser à 100%. Mais aujourd'hui, vous avez une viande qui est fondante. Je vous garantis à 98%, comme je disais, que vous ne retrouverez jamais un morceau de nerf ou un morceau de gras qui ne se mange pas. Ce sont des produits qu'on sélectionne, outre le bœuf. Euh, Aujourd'hui, vous achetez un produit d'une qualité exceptionnelle, mais vous n'avez pas que le produit derrière. Vous avez Louis, le petit paysan qui travaille avec ses vaches. On n'a pas 300 vaches en bâtiment, on en a 60. On veut pas non plus augmenter parce que on a tellement l'amour du métier qu'on souhaite s'occuper de nos vaches une par une. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on en a 60. Aujourd'hui, si j'en ai 300, je vous garantis pas que je pourrais le faire. Donc aujourd'hui, je vous garantis qu'avec une conserve de la ferme de Louis et un plat de chez Picard, vous aurez une différence qui est énorme. Alors, Louis, vous ne faites pas face à cette seule difficulté. Il y a aussi l'émergence de phénomènes qui mangent de la viande végétale. Vous en pensez quoi, Louis, de la viande végétale? Alors, moi, j'ai deux parties, hein. Je suis contre dans sa partie extrême. Dans sa partie extrémiste, je trouve qu'il est nocif. Après, dans une grande partie, je trouve ça très bien parce qu'il est révolutionnaire de conscience. Aujourd'hui, le végétal, c'est nécessaire pour l'équilibre alimentaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut manger plus de végétal, euh, réduire un peu notre consommation de viande parce qu'on mange de plus en plus de mauvaise qualité, mais il faut manger quand même un minimum de viande, c'est bon pour la santé. Mais quand on en mange, il faut manger de la bonne qualité. Et aujourd'hui, c'est dans ce secteur-là qu'on se place. Ok. Ouais, je comprends. Du coup, donc vous êtes un éleveur de bœuf qui recommande de manger quand même un peu de viande végétale, si je comprends bien. Mais vous avez raison. Évidemment que vous avez raison. Louis, quels sont vos objectifs à 5 ans? Objectif à 5 ans, c'est se développer, offrir d'autres possibilités à nos consommateurs. Pourquoi pas pouvoir faire de la découpe en vous vendant des côtes de bœuf, tout ça. Enfin, faire autre chose que de la conserve, mais tout en restant dans la transparence. Aujourd'hui, si je peux dans 5 ans faire des visites de ma ferme, faire des petites émissions comme aujourd'hui,
C'est sûr qu'on y sera. Vous le ferez avec plaisir. Merci beaucoup, Louis, pour votre temps, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes éleveur et distributeur, que vous distribuez des produits que l'on peut retrouver sous la marque La Ferme de Louis, qu'on attend avec impatience qu'ils soient distribués aux particuliers. Et eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle aventure pour cette aventure qui est la vôtre et qui commence. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Mathieu Driol pour votre focus bimensuel sur 2 matières premières. À tout de suite. Nous sommes de retour dans le mini-mag La Lettre de l'Acheteur et désormais c'est l'heure de retrouver en duplex et en direct Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et comme 2 fois par mois, eh bien vous allez nous présenter votre analyse de 2 matières premières agricoles et on commence aujourd'hui avec le café et plus particulièrement le Robusta qui après un creux, alors moi je crois avoir vu un creux de 2 mois, le cours semble bien orienté pour aller chercher une résistance long terme qui date de 2011, Mathieu. Eh bien oui, alors, si on se remet un tout petit peu en recul par rapport à la configuration générale excusez-moi, du café Robusta, on voit en fait qu'il a subi un très net retournement entre 2019 et 2021 qui s'est concrétisé par une très nette impulsion haussière courant 2021 au débordement des résistances devenues support à 1475 et 1741. Ce mouvement haussier a permis de marquer un nouveau plus haut supérieur, vous le voyez, à ceux compris entre 2012 et 2017. C'est un élément technique important, le fait de franchir et de marquer des nouveaux plus hauts. Alors oui, le mouvement était quelque peu étendu, un peu trop a priori, et les cours ont subi une phase de correction qui est somme toute très limitée si on regarde, si on la compare en fait à la taille de l'impulsion haussière précédente. C'est ça qu'il faut, c'est en ça que le recul permet de conserver d'une certaine façon la lecture haussière. Excusez-moi, une petite maladie. Je vous en prie, Mathieu, peut-être oui. Prenez le temps de boire un petit Non, il n'y a pas de problème. Un peu de café, peut-être. Ouais, juste une petite tout pénible. Si de résistance qu'il faut avoir en tête, alors, il y a plusieurs niveaux importants, en fait, sur le coffee Robusta. Le premier, en tout cas, le niveau que moi je vais regarder, c'est le niveau de support sur lequel on vient de rebondir aux alentours des 2000. On voit que cette correction est une correction pour l'instant assez classique en 3 temps. Un premier temps de baisse de décrochage par rapport au sommet, un petit temps de reprise qui permet de définir la résistance à 2286, un troisième temps de baisse qui s'arrête sur le support à 2015 précisément. Les acheteurs semblent être revenus sur ce niveau. La correction peut très bien déjà être terminée. Si la correction est terminée, eh bien c'est pour aller marquer de nouveaux plus hauts. Effectivement. Dans ce cadre-là, la première résistance à 2422 doit être rejointe rapidement, mais c'est surtout le niveau suivant à 2672 qui nous semble être atteignable d'ici quelques mois. On enchaîne avec le colza. Si vous une fois que j'ai fini ma tout pénible, j'enchaîne effectivement avec le colza. Alors là, pour le coup, la tendance, la hausse, elle est tout aussi, voire même presque plus spectaculaire, puisque la correction en fait qu'on a subie en début d'année s'est arrêtée sur le support à 674 exactement. C'est un niveau fort, c'est un niveau de retracement de 50%. Et le rebond qui a suivi dans le sillage des troubles entre Russie et Ukraine, alimente d'une certaine façon cette dynamique qui marque de nouveau plus haut. Lorsqu'on marque de nouveau plus haut, surtout des plus hauts historiques, eh bien effectivement, on est sur une lecture haussière franche, d'accélération puissante. Il est toujours délicat d'anticiper des cibles, puisqu'on est sur un mouvement qui rassemble plus de peur et de panique qu'autre chose, donc quelque chose d'un petit peu, pas irrationnel, puisqu'elles sont justifiées, mais en tout cas, il est difficile de dire, tiens, ça peut s'arrêter à ce niveau-là. On ne peut qu'envisager des projections
Ici, les projections de la dernière impulsion au point bas de la consolidation m'envoient sur une zone de résistance entre 1013 et 1050 pour le colza. C'est donc la zone première que l'on doit viser. Est-ce qu'on s'arrêtera sur ces obstacles? Rien n'est moins sûr, ça va vraiment dépendre du contexte international. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs de céréales, plutôt du blé, mais par ricochet, ça joue sur le colza. On a une résistance suivante vers 1200 ici. Là aussi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les zones de support. Quel est le tout premier? C'est 843,50, c'est l'ancien sommet marqué en début d'année. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, aucun signe de faiblesse dans la tendance. Bien au contraire, si on revenait sur ce soutien, ça serait probablement pour repartir encore de l'avant, toujours plus haut sur les céréales. Le contexte international est quand même sur une phase globale d'accélération sur toutes les céréales, y compris le colza. Ouais, c'est une phase malheureuse d'accélération, mais c'est une phase malheureuse. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et bien filez me soigner ce mal de gorge tout de suite. Merci également d'avoir été avec nous ce matin. Le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, restez avec nous puisque nous allons clôturer notre programmation matinale avec notre JT, votre JT, vudailleurs.com pour aborder des sujets encore plus larges que ceux de la finance stricto sensu. À tout de suite sur TV Finance.